Bonsoir Mathieu. Bonsoir Johan. Mathieu, vous avez quel âge? Où est-ce que vous habitez? J'ai 36 ans et je suis en région parisienne. Quelle est votre situation de famille? Eh bien, je suis marié depuis bientôt 2 ans. On a fêté aujourd'hui nos 6 ans de rencontre et, euh, et bientôt papa. Alors votre voix dira forcément quelque chose à certains d'entre ceux qui nous écoutent, parce que pendant un moment dans l'histoire des mots du soir, à l'époque à la radio, vous étiez la personne qui à mes côtés appelait avant l'émission les auditeurs, les auditrices qui passaient à l'antenne. Ce soir on va se vous voyez, mais par transparence dans la vie on se tutoie. Et ce soir, si sur l'antenne vous êtes des nôtres, c'est parce que votre compagne attend un heureux événement. Ça sera pour quand d'ailleurs? C'est prévu pour début septembre. Cette naissance, c'est, si j'ai bien compris, inespérée. Parce qu'après avoir fait moult tentatives de procréation médicalement assistée pendant longtemps, toutes s'étant soldées par un échec, récemment, miracle, votre compagne a fini par tomber enceinte, naturellement. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit ça vous met? J'imagine la joie, mais les choses sont parfois un peu plus compliquées que ça. Vous m'avez dit à un instant qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre rencontre. Bah oui, on s'est rencontrés il y a 6 ans pour le jour de la fête des mères. Donc c'est assez facile à retenir. En fait, pour être tout à fait précis, c'était le lendemain. Moi, je l'avais croisé un dimanche de fête des mères et on a fait notre premier rendez-vous le lundi suivant. Comment vous l'avez rencontré? Oh, c'est presque une histoire de film. J'étais à cette époque, en plus des métiers que je faisais, extra dans un restaurant. Et quand je dis extra, c'est employé. Je parle pas seulement du fait que j'étais extra. Et puis elle est venue, voilà, pour la fête des mères avec sa maman partager un dîner. Et j'ai eu ce qu'on appelle le coup de foudre. Voilà, donc j'ai tout fait pour la retrouver. Vous l'aviez souvent éprouvé le coup de foudre auparavant? Bah, c'est pas une question facile. Je pense que oui, parce que c'est quelque chose auquel on a envie de croire. Mais en fait, je pense que je l'ai jamais connu comme ce que j'ai connu. La preuve en est, c'est que aucun coup de foudre ne s'est soldé par un mariage. C'est la première fois de ma vie que je suis amoureux de quelqu'un à ce point-là, que je finis par épouser et qui me rend heureux chaque matin au réveil. Depuis qu'existe cette émission, chaque fois que je pose la question, jamais je n'ai de réelle réponse. Mais alors, si vous deviez définir ce qu'est un coup de foudre, en tous les cas, tel que vous l'avez éprouvé, qu'est-ce qui fait que vous avez dit, est-ce que sur le moment vous avez dit c'est un coup de foudre? Bah, oui, c'est une sorte d'évidence en fait. Tout d'un coup, il y a quelqu'un. C'est très difficile à mettre des mots dessus, mais grosso modo, c'est une personne qui, instantanément, lorsqu'on croise son regard, on sait qu'on a envie de passer sa vie avec. Sauf que, bah, la plupart du temps, c'est une fausse idée, une fausse bonne idée, comme on dit. Et il se trouve que bah, cette fois-ci, c'était une vraie bonne idée. Et avant de la rencontrer, vous en avez eu souvent des fausses bonnes idées? Bah, comme tout le monde, oui, quelques-unes. Est-ce que c'était un coup de foudre réciproque sur le moment, ce soir-là, il y a 6 ans? Je pense même pas qu'elle m'ait vu, parce qu'elle était accaparée par sa mère avec qui elle partageait son dîner. Donc, je pense en toute transparence, on en a déjà parlé. Je pense qu'elle m'ait pas forcément remarqué. J'étais un serveur parmi la salle de restaurant, mais ceci dit, ça a vite changé. Enfin, si vous êtes vu le lendemain, comment vous avez fait pour vous faire remarquer d'elle? Non, c'était pas très compliqué. Elle avait fait une réservation à son nom, donc elle l'a retrouvée sur Internet. Ça n'a pas été. J'ai pas eu besoin d'appeler Tom Cruise pour la retrouver, quoi. Donc ça s'est fait assez. Non, mais ça pour la retrouver, d'accord, mais pour la convaincre d'aller boire un verre en votre compagnie le lendemain. J'imagine un culot naturel où je lui dis bah voilà, je m'appelle Mathieu, on s'est croisés hier, je vous ai servi à dîner. Et je serais ravi de pouvoir vous revoir autour d'un verre. Est-ce que vous seriez partante? Et il se trouve que les circonstances de la vie faisaient que c'était le bon timing, le bon moment, que c'était réciproquement un moment qu'on avait envie de partager. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et ça aurait pu s'arrêter au bout de 20 minutes. Et
force est de constater qu'au bout de 6 ans, ça perdure et ça s'inscrit dans le temps et dans l'engagement, puisque au-delà du mariage, qui est déjà une première forme d'engagement, je dirais même au-delà de la vie en couple, parce que déjà vivre avec quelqu'un dans un appartement, c'est déjà une forme d'engagement. Enfin, ensuite, le mariage, évidemment, une forme un peu plus inscrite, et puis avoir un enfant, c'est l'engagement ultime. Il y a pas de... Autant on peut divorcer, autant on peut pas. On peut pas congédier son enfant. Ah oui, voilà. Avoir un enfant, c'est un projet dont vous avez parlé assez rapidement dans votre relation de couple. Au bout de 2 heures, je pense. Au bout de 2 heures. Oui. Ah oui. Oui, parce que il se trouve que mon épouse est ma chère et tendre et elle est atteinte d'une maladie génétique rare et donc assez rapidement dans l'échange, elle m'a dit voilà. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps. J'ai une maladie génétique. Je veux avoir des enfants et ça va être long et compliqué. Et donc, si t'es pas prêt à t'engager avec moi dans cette aventure, il y aura pas de lendemain. Le premier soir, ça a été dit, ça. Oui. Et le deuxième soir, c'était les prénoms des enfants. Elle m'a dit d'ailleurs, si j'ai un garçon, il s'appellera comme ça et une fille comme ça. Voilà. Bon, et alors vous avez dit quoi? C'est une formalité. J'accepte. Je signe en bas. Oui, bah c'était fixé. Et puis de toute façon, oui, il n'y avait pas de. Moi, je me suis laissé embarquer parce que c'est pas un sujet sur lequel j'étais. C'est pas un sujet sur lequel j'étais très construit. Et puis au début, on dit oui assez facilement. C'est une fois qu'on arrive au pied du mur qu'il faut que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a un moment donné, la réalité prend forme à partir du moment où on est au pied du mur. Mais jusque là, on a le temps de voir venir. C'est la fameuse phrase. C'était pas pour tout de suite. Elle vous prévenait, mais c'était pas dans l'immédiat. Voilà, et puis la chute, tant qu'on tombe, tout va bien. C'est l'atterrissage qui est difficile, quoi, grosso modo. Si j'ai bien compris, cette procréation médicalement assistée, elle se justifiait de par cette maladie génétique dont est atteinte votre compagne, votre femme. Oui, et puis je vais pas refaire tout l'historique parce que c'est un peu long, mais grosso modo, en effet, il y avait des bases qui faisaient que la plupart des gens font des PMA parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Nous, la question s'est pas posée dans ce sens-là, elle s'est posée dans l'autre sens. On est parti sur un format de PMA pour essayer d'en avoir un. Ça veut dire que vous n'avez pas fait comme font la plupart des couples qui ont recours ensuite à cette voie-là, d'essayer par les voies naturelles. Exactement. Parce que y avait un risque de transmission de la maladie, c'est ça? Oui, à l'enfant. Oui, tout à fait, et de donner vie à un enfant qui allait mourir dans les jours ou les semaines qui suivaient. Donc c'est évidemment une épreuve terrible qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de faire vivre à un enfant, même si c'est pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, l'enfant, il s'en rendra probablement jamais compte, mais en fait, on n'a jamais... Enfin, c'est une aventure qui est terrible, et donc on n'a pas du tout envie de vivre ça, de faire vivre ça. Enfin, tout ça, c'est très difficile. Donc, grosso modo... Voilà. Combien d'années a duré ce parcours semé d'échecs? Quasiment 4 ans. En quelques mots, à quoi a-t-il ressemblé? Donc, FIV, PMA, fécondation in vitro, progression médicalement assistée. Pourquoi vous avez opté, vous, au début? Alors, déjà, c'est marrant que vous le disiez comme ça, parce qu'en effet, c'est un nouveau dictionnaire qui s'ouvre à vous. Je veux dire, tout un tas de vocabulaire que vous ne côtoyez pas forcément au quotidien quand vous n'êtes pas médecin. Voilà, et puis sans compter les médicaments, les piqûres, les traitements, enfin tout ça, c'est quand même assez lourd. Au début, l'idée c'était d'avoir une PMA qui permettait d'avoir une grosso modo, on prend les œufs du côté de ma compagne, on prend les graines de mon côté, on fait le tri, c'est-à-dire qu'on sélectionne des œufs qui sont pas infectés, enfin, qui sont pas contaminés par la maladie génétique. Exactement. Ensuite, on féconde in vitro, et ensuite on fait ce qu'on appelle un transfert. Une fois qu'on a créé un embryon, mélangé un ovule et un spermatozoïde, on laisse grandir l'embryon quelques jours,
pour vérifier qu'il est sain. Et une fois qu'il est sain, on le transfère. Voilà. Et donc. Et ça, à chaque fois, chaque tentative, ça dure combien de temps, à peu près? C'est long parce que déjà il y a 3 mois de préparation, parce qu'il y a un régime spécial pour être sûr que d'un côté comme de l'autre, on ait les éléments. Donc régime pour les deux. Ouais, c'est un régime assez strict où il n'y a pas de graisse, pas de sucre, pas de chocolat, pas de thé, pas de caféine, pas de tabac, pas d'alcool évidemment, pas de drogue évidemment, du sport, pas de... Grosso modo, c'est quelque chose d'assez simple. Pas de charcuterie, pas de viande rouge. J'entends, c'est très restrictif. C'est ça, en fait, c'est ça, finalement. Ça se passe où? Parce que vous ne l'avez pas fait en France, ça. Alors, en France, c'est possible. En France, alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais grosso modo, pour le faire dans une épaisseur de trait, en France, il y a 6 demandeurs pour une donneuse, et dans d'autres pays, notamment en Espagne, qui sont précurseurs et donc bien plus en avance que la France sur ce domaine-là. C'est payant, en différence de la France, mais ceci dit, en Espagne, c'est plutôt 6 donneuses pour un demandeur. Donc, forcément, le rapport de force est inversé. Alors, il y a une offre plus importante. Pas le même prix, hein, ça coûte combien? Au moins, c'est plus rapide. Pour prélever les œufs, faire la fécondation, et puis ensuite, chaque transfert, donc il faut payer ensuite à chaque transfert. Mais c'est une enveloppe globale faut compter à chaque fois environ 15 000 euros. D'accord. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. 4 ans, ça veut dire des échecs. À chaque échec, c'était quoi? Une épreuve un peu plus difficile à surmonter, ou au contraire, votre compagne et vous-même, vous êtes blindés face à l'adversité? Les deux sont mélangés. On s'habitue au pire. Donc, malgré tout, on s'habitue au pire. Donc, même quand, voilà, au fil des années, on finit par se dire, au début, on part gagnant. Ensuite, on part en se disant, de toute façon, ça va pas marcher. En espérant que ça marche, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ceci dit, en fait, on s'habitue jamais à rien. C'est toujours une claque terrible. C'est même de pire en pire, parce qu'en fait, c'est à chaque fois plus douloureux. Et le plus difficile pour moi, parce que je suis un homme et que je ne serai jamais enceinte. Donc pour moi, c'était pas grand chose à part un régime drastique. C'était pas très difficile. Et pour mon épouse, en dehors du traitement qui est très très lourd, psychologiquement, c'est terrible. Et donc, je pense que le plus dur pour moi, c'était de voir la souffrance de mon épouse. C'est ça qui était le plus dur. Le plus dur, c'était de la voir être malheureuse, triste, peinée, souffrante, endurant tout ça. Et puis tout ça, il n'y a pas d'arrêt de travail. Hein. Tout ça, ça se fait quasiment en transparence. Le boulot est quasiment pas au courant, quoi. Donc, c'est hyper dur de voir, de la voir, ça me fait monter les larmes, de la voir souffrir autant et sans pouvoir, en étant complètement incapable de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas faire apparaître un gamin en claquant des doigts. Donc, c'est terrible. Et les médecins, ils disaient quoi? Parce que bon, vous dites, alors, on va à Barcelone, on va en Espagne, il y a, le mot est un peu trivial, mais un business. C'est-à-dire qu'est-ce que les médecins ont une objectivité, mais est-ce qu'elle est toute relative à partir du moment où il y a un marché justement de la procréation médicalement assistée? Alors les deux, mon capitaine. C'est un business, clairement. Et c'est un business du désespoir. J'ai souvent comparé ça au casino. Quand vous jouez au casino et que vous perdez, vous avez toujours envie de mettre une pièce. Si ça se trouve, c'est cette dernière pièce qui va me faire remonter la pente. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous êtes toujours amené à vous dire, allez, je remets un billet parce que si ça se trouve, cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, il y a un peu ce système, il joue sur le désespoir des gens pour faire tourner le business. Et vous, qu'est-ce que vous disiez entre vous? On était complètement lucide de ça. Enfin, je veux dire, non, mais vous ne vous êtes jamais dit, elle, vous, bon, bah cette fois c'est la dernière, on arrête après? Ah non, mais alors je vais le dire clairement, il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que nous, on gagne nos vies de manière tout à fait modérée. Enfin, pas du tout. Vous ne roulez pas sur l'or? Non, pas du tout. Et
Enfin, s'il avait fallu dormir dans la rue pour arrêter de payer un loyer pour pouvoir payer la PMA, c'était le projet. Hein, je veux dire, elle se serait jamais arrêtée. C'était un combat d'une vie pour elle. Donc, parce que c'était quelque part, au-delà d'avoir un enfant, c'était lutter contre la maladie. C'était prouver que malgré ce que la nature lui avait infligé, elle pouvait aller au-dessus et dire à la maladie, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné le combat. Il y a des couples qui, dans pareil combat, ne survivent pas forcément à cette épreuve. Est-ce que vous avez craint que ce soit le cas? Alors oui, et je vais répondre à 2 questions. La première, c'est celle de tout à l'heure, quand vous m'avez demandé quel était le discours des médecins. Le discours des médecins, il a beaucoup évolué au fil des années, et évidemment dans le mauvais sens, parce que eux, ayant la main de Dieu, puisqu'ils donnent la vie, lorsque ça marche pas, ça leur blesse l'ego. Donc malgré le business, ils cherchent quand même à ce que ça marche, parce que ayant la main de Dieu, ils finissent quand même par vouloir que ça marche, pour prouver qu'ils sont au moins aussi forts que Dieu. Il y a vraiment un rapport comme ça, divin. Hein. C'est comme ça que vous l'avez perçu en tous les cas. Ah non, mais ils le disent. Enfin, je veux dire, c'est connu. Hein, je veux dire, c'est connu, c'est comme ça. Ce sont des gens. Vous imaginez, c'est donner la vie, c'est la main de Dieu. Donc leur discours était pessimiste et forcément c'est encore plus difficile parce que ils ont évidemment pour leur ego et pour leur ils ont envie que ça marche quoi. Donc ça c'était difficile et nous dans le couple, je pense qu'il y a 2 solutions. Et on n'en a vécu qu'une seule. Soit ça divise, soit ça soude. Chez nous, ça a soudé plus que jamais. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques mois, de manière naturelle, puisque vous me l'avez confié hors antenne, votre épouse est tombée enceinte, alors que pendant 4 années, avec ces procréations médicalement assistées, à chaque fois, c'était soldé par un échec? Eh ben, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en ai aucune idée. Alors, aucun médecin n'en a aucune idée. Les médecins non plus. Les médecins, quand vous les mettez devant le fait accompli, ne savent pas quoi répondre. Mais pire, ils sont dégoûtés. C'est-à-dire, comment ça, ils sont dégoûtés? Bah non, mais je rigole un peu, mais je veux dire, ils se demandent comment est-ce qu'on a réussi là où ils ont échoué, grosso modo, quoi. Mais il n'y a pas une explication scientifique à ça. Non. Médical. Non, et puis au fil des ans, ils expliquaient même qu'il fallait oublier, quoi, que ça marcherait jamais, que mon épouse pourrait jamais avoir d'enfant, et que ça marcherait jamais, et que ces ovocytes n'étaient pas bons, et qu'il fallait oublier l'idée, qu'il fallait passer à autre chose. Ils nous ont commencé à inciter à réfléchir à l'adoption. Donc clairement pour eux, il fallait passer autre, il fallait tourner la page, voilà. Donc non, et puis en fait, il y a eu un premier petit signal faible en septembre dernier, où tout d'un coup il y a eu elle a vécu une fausse couche qui était à la fois encore une épreuve difficile et en même temps c'était une fausse couche naturelle. Donc c'était quand même un premier signe de dire finalement peut-être qu'il y a un espoir qui s'ouvre. Et puis à la suite de la dernière tentative en fin novembre dernier, qui s'est soldée par un nouvel échec en Espagne. Voilà, on s'est laissé grosso modo un mois de réflexion. Et il se trouve que pendant ce mois, elle est miraculeusement tombée enceinte. Mais complètement miraculeusement. Et maintenant, ça fait 6 mois et personne ne sait encore l'expliquer. Et on a des échos qui sont super. Et elle est super. Des échographies. Elle est même au-dessus des normes. Elle est incroyable. Comment vous vous rappelez du moment où vous avez appris ça y est, votre épouse était enceinte? Bon, c'était une demi-surprise parce que on s'est dit, puisqu'en septembre on a vécu cette fausse couche, et pourquoi pas essayer naturellement. Et donc, elle s'est monitorée en décembre dernier, elle a regardé sur son cycle à quel moment est-ce qu'il fallait tenter une expérience naturelle, et on l'a fait. Et donc derrière, elle s'est auto-monitorée avec des tests de grossesse tous les jours pendant 2 semaines, jusqu'à voir la petite barre apparaître de plus en plus foncée, jusqu'à faire une première prise de sang, puis une deuxième, puis une troisième, et puis en fait, à un moment donné, ça a été confirmé. Donc on a mis du temps à se l'avouer, et puis il y a tout un délai avant que on puisse avoir une fausse couche, etc. Donc c'est assez long. On dit toujours qu'il faut attendre au moins le premier trimestre. Nous, ça a été encore un peu plus, mais voilà, aujourd'hui, au bout de 6 mois,
On a une petite crevette qui nous attend en septembre prochain. Beaucoup de messages sur le www.johanrock.fr. Jocelyne, une bonne nouvelle, félicitations Mathieu. Cathy, qui écrit belle histoire. Caroline, la vie est toujours un combat. Quant à Isabelle, je pense que dans ce parcours, c'est le mental de Mathieu et sa chérie qui a joué et leur amour partagé. Est-ce que vous pensez que ça va faire de vous un père différent, plus aguerri, parce que vous avez dû combattre, lutter pendant ces 4 années, là où d'autres arrivent à avoir un enfant presque en claquant des doigts, même si c'est pas en claquant des doigts que ça se fait un enfant, mais bon. Ben non, mais l'expression est bonne parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, moi je l'ai jamais vécu comme ça, mais je sais qu'elle a souffert de voir ses amis tomber enceintes quasiment en claquant des doigts. Je veux dire, à un moment donné, c'était difficile, quoi. Il y a même des gens qu'on a dû arrêter de voir parce que c'était elle pouvait plus. Enfin, psychologiquement, c'était trop dur de voir les ventres grossir, les conversations tourner autour de ça et se dire, mais en fait, moi, je suis exclu de ce rêve c'est un rêve d'une vie. Hein. La concernant, c'est vraiment un rêve d'une vie. Enfin, donc, il y a des choses qui ont été terriblement difficiles à vivre de sa part et c'est toujours douloureux de devoir l'accompagner dans ces moments-là. Et aujourd'hui, c'est un soulagement pour tout le monde de pouvoir partager ces moments de bonheur. Et oui, je pense que je serais un père différent. Je sais pas si je serais un père différent. Je pense que comme tous les papas, j'ai envie d'être le meilleur père du monde. J'ai envie d'être impliqué. Je pense déjà. Vous savez, il y a une question qui est très souvent posée en interview, qu'on pose, voilà, qui est très connue. Qu'est-ce que vous diriez à vous-même, enfant? Quel conseil vous donneriez pour vous aider dans la vie? Bon. Alors forcément, c'est une question que je me pose pour elle, pour la petite qui va arriver, puisque c'est donc une fille. Je me dis, qu'est-ce que je peux essayer de lui donner comme conseil pour essayer de la faire grandir, avancer, comprendre le monde, lui donner des codes plus rapidement, enfin voilà. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, à part l'entourer de beaucoup d'amour et de lui donner des bases, une bonne éducation et des bons codes pour avancer, elle fera son histoire comme elle a envie de le faire. Comme on a chacun créé notre propre histoire avec les bases et les codes et ce qu'on a pu avoir comme héritage. Voilà. Bah c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Mathieu d'être venu nous raconter ce long parcours. Et j'ai appelé ça un miracle. Appelons ça le miracle de la vie, puisque finalement personne n'arrive à se l'expliquer. Ah bah c'est complètement une petite miraculée. Je pense que son deuxième prénom, ce sera Miracle, c'est sûr. Réfléchissez quand même. Merci Mathieu. Merci Johan, bonne soirée et bonne soirée à toute la communauté. Salut. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.